c'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme BeClear, qui est un nouveau traitement de la parole pour adultes atteints de dysarthrie non progressive. En introduction, BeClear est un programme intensif qui cible l'intelligibilité de la parole au moyen de la clarté du discours. Il est basé sur des principes de neuroplasticité cérébrale et d'apprentissage moteur. La clarté du discours est utilisée par les locuteurs tout venants. Donc, parler de façon intentionnellement claire augmente l'intelligibilité de la parole dans des situations défavorables de communication, comme par exemple dans des endroits bruyants ou bien avec des personnes ayant une mauvaise audition. Cela implique des changements au niveau de la respiration, de la phonation, de l'articulation et de la prosodie. Mais aussi 4 changements acoustico-phonétiques importants à retenir dans cette présentation, donc qui sont la diminution du débit de parole, l'augmentation du nombre de pauses et de leur durée, l'augmentation de l'intensité et l'augmentation de la longueur des voyelles. Il s'agit d'une étude de faisabilité et notamment la phase 2 dans l'élaboration d'un protocole de traitement qui vise à caractériser les effets de l'intervention sur l'intelligibilité. Elle permettra d'affiner les tâches et le matériel et de voir si les patients sont capables de tolérer un programme intensif. Au niveau de la méthode, les auteurs ont sélectionné 8 participants atteints uniquement de dysarthrie non progressive, dont 5 hommes et 3 femmes âgés de 18 à 51 ans. Donc 6 ont eu une lésion cérébrale traumatique et 2 un AVC. 6 présentaient une dysarthrie légère à modérée et 2 une dysarthrie sévère. Enfin, l'administration du traitement a été faite entre 10 et 78 mois après l'atteinte. La ligne de base comporte 4 évaluations, dont une analyse perceptuelle, réalisée par des auditeurs naïfs, donc ce sont des personnes qui ne sont pas entraînées aux voix pathologiques, et donc qui ont évalué l'intelligibilité des participants à travers de courts échantillons de discours conversationnels à 3 intervalles de temps. Donc ils ont utilisé une technique de comparaison par paire, dans laquelle il fallait indiquer si le premier échantillon, donc le pré-traitement, était plus facile à comprendre que le deuxième échantillon, donc le post-traitement, ou le follow-up, donc 1 à 3 mois après, ou bien s'il n'y avait pas de différence entre les deux. Ensuite, ils ont utilisé l'ASSIDS, qui est une évaluation formelle de l'intelligibilité de la parole et qui a été codée par 2 chercheurs qui regardaient le pourcentage d'intelligibilité des mots, des phrases, le nombre de mots par minute et le taux d'efficacité de la communication. Ensuite, ils ont utilisé le DIP, qui est un questionnaire d'auto-évaluation par le participant sur l'impact psychosocial de sa dysarthrie. Et enfin, ils ont proposé une évaluation de la capacité de communication quotidienne des participants, donc qui a été évaluée par les partenaires de communication. Au niveau de la procédure, le traitement se déroule en 2 temps. Une séance de pré-traitement d'1 heure ayant pour objectif la compréhension et l'utilisation du discours clair. Les stratégies qui ont été utilisées sont le modelage, le feedback sur le placement correct des articulateurs. Tout d'abord, le participant devait observer des vidéos de sujets tout venant lisant à haute voix et qui utilisaient soit le discours clair, soit un langage normal. Il devait identifier les changements effectués pour obtenir le langage clair et enfin, le produire dans une tâche de lecture. La phase d'entraînement intensif comportait 4 séances par semaine d'1 heure pendant 1 mois. Les stratégies qui ont été utilisées sont des items adaptés aux besoins fonctionnels et aux intérêts du participant, le modelage, l'auto-évaluation et un feedback sur le discours. Elle débute par un bref rappel du pré-entraînement, 5 répétitions de 10 phrases fonctionnelles dans le quotidien, 5 répétitions de 10 demandes de service. Ensuite, on leur a proposé aléatoirement des tâches vocales fonctionnelles, donc soit dans lesquelles ils devaient soit des tâches de lecture, de description d'images ou de conversation. Et enfin, ils devaient effectuer des exercices à domicile à travers des situations fonctionnelles. Passons maintenant à l'interprétation des résultats. Dans la perspective d'utilisation de la clarté du discours, les résultats de l'évaluation qui a été faite par les auditeurs naïfs suggèrent que d'autres auditeurs naïfs pourraient juger le langage meilleur directement après le traitement. Dans l'évaluation qui a été faite par les partenaires de communication, ils jugent le participant plus intelligible de manière générale, il est donc plus facile de le comprendre et la qualité de son langage est meilleure.
On observe également une généralisation du langage clair à des situations de communication en dehors du milieu clinique. Quant à l'auto-évaluation de l'impact de la dysarthrie qui a été faite par les participants, il n'y a pas d'amélioration notable et c'est sûrement à cause de la faible taille de l'échantillon. Concernant l'évaluation fonctionnelle, donc en général, le débit des personnes dysarthriques est diminué, mais il reste trop rapide. Et donc le traitement BICLIR a permis aux participants de réduire leur débit, ce qui est une caractéristique du langage clair. Et cette diminution du débit de parole peut avoir contribué à l'amélioration de l'intelligibilité des phrases. Et ce particulièrement chez 2 participants qui avaient l'atteinte la plus sévère. Donc passons maintenant à la discussion et à la conclusion de cette étude. Concernant les limites, la faible taille de l'échantillon réduit la portée de l'analyse statistique et limite donc la généralisation des résultats, mais c'est sûrement dû au contexte général de l'étude qui, rappelons-le, est une étude de faisabilité. Si des 8 participants avaient une bonne intelligibilité des phrases avant le traitement, et donc la marge d'amélioration était peut-être trop faible pour être objectivable, on se pose ici la question de la légitimité du choix des participants. L'étude ne mesure que l'impact général du traitement sur l'intelligibilité. Il serait donc utile d'évaluer les changements acoustiques avec précision à travers des mesures objectives dans la suite des recherches. Et enfin, l'intensité du traitement nécessitait trop de déplacements et donc les auteurs proposent 2 séances par semaine pendant 2 mois pour améliorer son accessibilité. Et donc pour conclure, cette étude soutient l'intérêt du programme BICLIR pour améliorer l'intelligibilité chez des adultes atteints de dysarthrie non progressive, et ce, quelle que soit l'étiologie de leur dysarthrie, donc que ce soit un AVC ou un traumatisme crânien. On constate que les participants sont capables de supporter un traitement intensif, et que de manière générale, travailler sur la clarté du discours semble avoir un impact positif sur l'intelligibilité. Et donc cette étude démontre un certain potentiel de ce nouveau traitement, mais des études contrôlées sont nécessaires pour approfondir son efficacité. Et donc ce que nous aimerions que vous reteniez de cette présentation et de cette étude, c'est qu'il est intéressant d'introduire dans la prise en charge les principes de la clarté du discours, qui sont donc, pour rappeler, la diminution du débit de parole, l'augmentation du nombre de pauses et de leur durée, l'augmentation de l'intensité et l'augmentation de la longueur des voyelles. Et donc il faut rester attentif à la suite des recherches qui portent sur la clarté du discours. Merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Donc, vous avez bien montré que le fait de diminuer le débit, d'augmenter la durée des voyelles, d'avoir une articulation exagérée, permettait d'augmenter l'intelligibilité des patients. Parmi ces différents objectifs de BICLIR, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants ou qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que, par exemple, travailler sur la réduction du débit, vous pensez, a plus d'impact que le fait d'augmenter l'intensité, par exemple? Ou est-ce que vous avez des données par rapport à ça? Il disait qu'il y avait beaucoup de résultats, que les résultats étaient significatifs sur le débit de parole et que donc le traitement, ça réussissait à les faire diminuer. Et donc, comme on l'a dit, ça avait un impact sur l'intelligibilité des phrases. Donc vraiment, en fait, on pense que ce qu'il faudrait cibler, en plus des 4 autres principes, c'est vraiment de réduire le débit de parole. D'accord. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'effet de la thérapie sur l'intensité, sur les pauses et sur l'articulation? L'intensité, ça n'a pas été évalué. En fait, dans des études futures, ils pensent que ce serait justement intéressant d'introduire des mesures sur, par exemple, la diminution de la fréquence. On n'en a pas vraiment parlé, mais par exemple aussi augmenter l'intensité. Tout ça, ils ne l'ont pas mesuré. Et donc, du coup, dans des études futures, parce que c'est que finalement le début de la recherche sur ça et sur ce nouveau traitement, du coup, ils proposent d'évaluer tout ça. Mais il y a les résultats, ils vont quand même dans le sens d'une amélioration de l'intelligibilité des phrases. Mais par contre, au niveau des mots, par exemple, il n'y a pas chez tous les participants, il n'y a pas forcément d'impact. D'accord. Et c'était aussi surtout chez les participants qui avaient l'atteinte la plus sévère, pour lesquels c'était le plus efficace. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'autres questions? Une des limites de cette approche, c'est la difficulté de se déplacer et l'intensité des thérapies. Est-ce qu'on peut penser que cette thérapie pourrait être transposable via Skype, comme certains de vos collègues ont proposé ce matin?
qui est proposé dans l'article, je pense que c'est faisable par Skype, oui. Mais c'est vrai que ça serait peut-être... Le problème, c'est qu'avec Skype, c'est aussi la qualité de la connexion Internet qui est nécessaire. Donc, ça peut aussi falsifier ce qu'on entend. Peut-être que le participant pourrait parler d'une façon bien meilleure en réalité et que nous, de l'autre côté, on l'entendrait d'une moins bonne façon. Donc, ça pourrait se faire, mais alors il faudrait quand même être sûr de la qualité. Avec une bonne qualité de connexion. OK. On a encore du temps pour une question. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque par rapport à la méthode de travail. Donc, si j'ai bien compris, en fait, les patients devaient repérer sur une vidéo ce qui n'allait pas au niveau du discours, si c'était trop rapide ou... En fait, ils devaient regarder des personnes donc, comme vous et moi, n'ayant pas de problème, donc qui lisaient un texte. Et ces personnes utilisaient soit le langage exagéré, donc le discours clair avec une diminution, etc., soit un langage tout à fait normal. Et eux devaient repérer justement les petits indices qui différaient d'un échantillon à l'autre. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée pour que le patient prenne conscience de ce qui fait défaut chez une autre personne. Maintenant, ce qui est intéressant aussi en thérapie, c'est d'enregistrer la personne elle-même aussi, et après de lui faire entendre parfois sa propre voix, pour qu'elle se rende compte aussi entre guillemets, de ses défauts. Parce que dire à une personne, vous devez parler moins vite et tout ça, parfois c'est pas suffisant en fait. Ils ont vraiment besoin de s'entendre pour pouvoir comprendre les erreurs qu'ils font. Je pense que c'est quelque chose aussi qui reste important. Merci. Merci beaucoup.